Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'invité du direct a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec Farid Bournani. Farid Bournani, un habitué de Radio M qu'on a toujours plaisir à accueillir. Bonjour Farid. Merci de me recevoir, Hassan. Dans cette actualité morose. Oui. Vous êtes arrivé de nous retrouver dans de meilleurs moments. Sur du développement, nous sommes sur le défensif. Donc, c'est vrai que on va essayer de perdre le moins de terrain possible. Voilà, on est sur le défensif, c'est le cas de le dire. Vous avez tous compris que nous allons parler des entreprises sous tutelle, des entreprises dont les chefs d'entreprise, dont les patrons, dont les actionnaires ont été inquiétés, pour les amis en prison, pour les autres mis sous interdiction de sortie du territoire national ou sous contrôle judiciaire, ça va ensemble en général, et qui ont du mal avec leur entreprise. Alors une partie de ces entreprises, de ces grands groupes privés, ont été mis sous tutelle, donc avec nomination d'administrateurs, mais leur situation s'est dégradée ces derniers mois et nous sommes de plus en plus face à des processus de réduction d'effectifs, d'incidents de paiement. C'est un peu le chaos qui est en train de s'installer. Par quel cheminement sommes-nous arrivés à cela, Farid Bournani? Est-ce qu'au départ, ces groupes étaient insolvables? Non, d'abord, c'est l'économie algérienne qui est en berne. Les événements que nous connaissons ont précipité la crise, y compris pour ces groupes. Maintenant, lorsqu'un grand groupe et puis des dirigeants connus sont impactés à la fois par la privation de liberté, mise sous tutelle de leur entreprise, évidemment, vous avez tout un écosystème qui est en situation de défiance. Et puis, nous n'avons pas un secteur privé suffisamment grand pour que les 6 ou 7 entreprises qui aujourd'hui sont concernées puissent être considérées comme étant à la marge. En réalité, les grands groupes que nous connaissons aujourd'hui, qui sont impactés, représentent au moins 2/3 de l'économie privée. C'est énorme. C'est énorme. Alors, 2/3, si on comptabilise, évidemment, c'est vital. Oui, bien entendu. Parce que c'est vital. Le patron Issa Darbrab est en prison, mais l'entreprise n'est pas administrée par quelqu'un d'autre que ses actionnaires. Mais les autres entreprises ont des administrateurs à leur tête. On peut les citer d'ailleurs pour la plupart. Ce sont des entreprises, pour rappeler à nos amis auditeurs et peut-être à ceux qui suivent incidemment l'actualité algérienne, ce sont des entreprises qui sont dans le secteur de l'assemblage automobile, Tahkout, Sovac, l'Arbaoui pour Kia. Ce sont des entreprises qui sont dans l'électronique, Condor. Ce sont des entreprises qui sont dans des groupes qui sont dans le bâtiment et les travaux publics. D'ailleurs, ce sont les plus importants. Ce sont ceux qui étaient les plus proches politiquement de Bouteflika. Je pense à Ali Haddad et ETRHB et des frères Kouninef avec KGC. Et donc, on a une diversité d'activités qui sont concernées. Je n'ai pas cité tout le monde. Ça fait 2/3 de l'économie privée. C'est énorme. C'est énorme. L'arrivée des administrateurs en soi, ce n'est pas quelque chose qui vient aggraver la situation, mais qui vient plutôt essayer de sauver une situation qui est compromise. Elle est compromise comment? Dès lors qu'il y a eu des blocages de comptes bancaires, plus la défiance de l'écosystème. Alors, c'est quoi l'écosystème d'une entreprise? C'est à la fois le secteur bancaire, puisqu'elles ont besoin de banques pour fonctionner, c'est de se fournir auprès de fournisseurs qui ont confiance en elles, et puis d'être acheté, ou en tout cas de vendre à des clients qui ont confiance dans leur pérennité. Dès lors qu'elles sont atteintes elles sont impactées par des décisions judiciaires, c'est tout cet écosystème qui se met à avoir peur du syndrome khalifa et tonique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les uns et les autres, salariés compris, se posaient la question, que va-t-on devenir? Est-ce que c'est le processus de disparition qui nous guette ou pas? Donc quand une entreprise est comme ça sous apnée, un corps vous le mettez sous apnée, il devient bleu et il est sous asphyxie. Simplement, au moment où on a mis ces entreprises, on a bloqué les comptes de ces entreprises. Est-ce qu'on a commencé par ça?
Non, on a commencé par, pour les cas que je connais, blocage des comptes personnels, différentes convocations à la gendarmerie. Alors, tout l'écosystème connaît tout ça, puisque tout ça a été médiatisé. Donc, il finissait par avoir un cheminement, un circuit logique. Un circuit type. Donc, certains anticipaient, les établissements bancaires anticipaient en disant, si tel événement lui est arrivé, on connaît la suite. Et la suite, c'est une question de temps, mais donc l'environnement a commencé très vite à faire de la défiance, à tel point que des entreprises qui n'étaient pas impactées par des décisions de blocage de comptes, des établissements bancaires ont dit la suite je la connais, donc je voudrais suspendre d'ores et déjà la relation bancaire que nous avons ensemble. Tous ces éléments, ce sont des indicateurs de précipitation de mise en difficulté. À tel point que certains établissements bancaires, alors il y a deux natures d'établissements bancaires. Il y a les établissements bancaires publics qui, eux, se sont dit vaut mieux arrêter parce que sinon les pouvoirs publics vont venir nous reprocher un soutien entre guillemets abusif de concours bancaires. Donc cela. Si c'est des conventions signées déjà. Oui, mais tous ont des conventions signées, tous avaient des conventions qui n'étaient pas échues. Et si le mécanisme de remboursement est en place, oui, etc. Mais dans la plupart des cas, il n'y avait rien de changé par rapport à la situation qui prévalait. C'est simplement l'appréhension des banquiers publics. L'appréhension légitime, puisque certains sont quand même frappés de privation de liberté. Dès lors qu'on a considéré qu'il s'agirait soit de complicité présumée, ou bien de dilapidation de deniers publics, puisque ces établissements bancaires appartiennent au Trésor. Et donc on considère que, y compris un crédit hasardeux, or le métier de banque fait que régulièrement, vous faites de mauvais paris. Ça fait partie du métier de la banque. Et dans le cas des entreprises, des banques publiques, l'État, la justice qui s'autosaisit peut considérer à tort qu'il s'agit de dilapidation de deniers publics. Donc, pour se protéger, ils ont tiré le frein à main. Ça, c'est la première catégorie dans l'environnement qui va affaiblir la position des Ensuite, entreprises. vous avez les banques privées. Je rappelle que 100% des banques privées en Algérie sont internationales. Elles, leur cheminement est un peu différent. Leurs maisons mères, qui ne comprennent pas la situation qui prévaut en Algérie, leur demandent d'abord de leur donner des explications qui, évidemment, pas plus elles que nous autres n'avions à ce moment-là. Et donc, elles les sommaient de cesser toute activité d'engagement avec leurs clients. Donc c'est un peu pareil. C'est de la rupture abusive, c'est-à-dire que des cas que j'ai eu à connaître, je leur ai simplement indiqué faites attention, mais vous allez être redevable, vous allez être, on va vous reprocher une rupture abusive, donc toutes les conséquences et les préjudices qui viendraient après votre suspension unilatérale, vous devrez réparer le préjudice. Toutes les banques privées étrangères ont fait ça? Est-ce qu'il y a une différence entre les banques moyen-orientales et les banques françaises? Je n'ai pas eu à connaître l'ensemble des dossiers, mais la majorité des banques françaises ont été dans ce cas-là. Mais ensuite, elles sont revenues à la raison. Mais c'est l'effet panique. L'effet panique. Revenir à la raison, c'est rétablir un financement minimal. Oui, c'est de dire on va s'en tenir aux faits. Et les faits aujourd'hui, vous n'êtes pas incriminé, l'entreprise n'est pas condamnée, donc je n'ai aucune raison de dénoncer de façon unilatérale. Maintenant que je ne veuille plus augmenter mes engagements, ça peut se comprendre. On me reprochera si un jour vous disparaissiez, parce que, encore une fois, la question c'est est-ce que l'entreprise qui vient d'être incriminée, quel est le sort que lui réserve l'État? C'est ça, la vraie crainte, c'est celle-là. Donc, il n'aurait pas voulu que si l'entreprise avait été condamnée par l'État, les pouvoirs publics, se retrouver
le dindon de la farce, l'entreprise est liquidée, et puis le banquier, lui, a continué d'exercer son métier normalement. Donc, il préférait tirer le frein, et puis ils observaient quand même ce que faisaient les confrères du public. Encore une fois, les confrères du public, eux, avaient une crainte supplémentaire qui était la privation de liberté pour les dirigeants, puisqu'ils sont incriminables au pénal dans le contexte algérien. Ça, c'est du côté des banquiers. Alors, du côté des fournisseurs, que s'est-il passé ? Les fournisseurs, de la même façon, les fournisseurs accordent des concours. Alors, il y a les fournisseurs algériens et les fournisseurs étrangers. Les fournisseurs algériens disent « j'ai des encours trop importants et si je les perds, c'est ma propre survie qui en dépend ». Donc il y a un effet panique, tout le monde veut réduire ses engagements sans le dire, mais ils arrivent tous à le faire. Il y en a beaucoup des fournisseurs algériens. Je pense à un groupe comme Condor. Est-ce qu'il a les coquilles d'assemblage, elles sont faites ici, les carcasses. Est-ce qu'il a vraiment un réseau de fournisseurs, de sous-traitants importants qui risquent d'être impactés? Là, vous parlez d'un produit spécifique et d'une entreprise, on peut citer, c'est vital, on peut citer l'automobile. Sur le téléphone, évidemment, les composants viennent d'ailleurs, mais une entreprise, elle a tout un tas de fournisseurs locaux qui ne concernent pas forcément l'objet de son activité. Donc le produit à vendre. La règle générale, c'est que l'ensemble des partenaires amont, donc fournisseurs, se sont considérés en risque, alors que jusque-là, pour eux, ils travaillaient avec de grandes entreprises qui avaient vocation à devenir multinationales. Leurs dirigeants étaient reçus au plus haut niveau. C'était devenu des porte-drapeaux algériens. Ces porte-drapeaux et ces entreprises qui étaient devenues des tycoons algériennes sont devenus des risques majeurs et les tycoons, les personnes physiques qui les dirigent, autant ils symbolisaient le renouveau industriel algérien, autant on les a déconsidérés de la façon la plus violente qui soit. C'est ça la réalité. Alors les fournisseurs étrangers, eux, de la même façon, après avoir débuté il y a bien longtemps avec des lettres de crédit où il fallait payer comptant, ont évidemment vu que les quelques grands noms algériens devenaient dignes de confiance et donc étaient solvables. Donc ils se sont mis à accorder des délais de paiement. Et ces délais de paiement, pour certains, se sont vus retoquer des impayés. Et que font les fournisseurs quand ils ont un impayé? Au bout d'un certain délai, ils doivent le déclarer à leur assureur crédit. Leur assureur crédit l'impute à la fois à l'entreprise, pour laquelle il porte une note négative. Donc dorénavant, un opérateur chinois, par exemple, qui sollicite un crédit sur une entreprise algérienne qui a fait l'objet d'une dégradation, se verra opposé à un refus d'assurance. Donc il ne travaillera pas avec. Et puis ensuite, dans le pays réceptacle, donc l'Algérie aussi est impactée. Donc le risque pays algérien augmente. Bien sûr, tout ce que nous avons vécu ne fait qu'enfler négativement le risque pays. Et phénomène aggravant, lorsque vous avez des crédits documentaires confirmés et qui ne sont pas honorés par de grands établissements algériens, souvent ils se prémunissent en ayant une décision de justice qui leur interdit de payer. Néanmoins, c'est arrivé avec CPA Commerzbank pour Sovac. C'est arrivé avec des établissements publics. C'est la signature même de ces banques-là qui est entachée, et puis vous avez des correspondants qui soit diminuent leur ligne de confirmation à l'égard des établissements bancaires algériens, puisque c'est le risque souverain, il s'agit d'établissements bancaires publics, ou alors annulent leur ligne de confirmation de crédit. C'est-à-dire que la confiance en l'Algérie a été largement écornée et le prix du risque algérien est monté. Pour vous donner un exemple, oui. Le risque algérien, quand il est confirmé, j'ai un exemple en tête qui est l'Italie. L'Italie, des acteurs bancaires italiens, ont multiplié par 2 leur coût Algérie. Ce coût se retrouve dans les prix des marchandises et donc d'un appauvrissement relatif des réserves de change.
Oui. Alors, ma question, c'était, est-ce que cette séquence de dégradation rapide, de tous les côtés, est-ce qu'elle n'a pas eu lieu dans cet espace-temps où on a gelé le compte des entreprises incriminées sans avoir nommé d'administrateur? Est-ce que depuis la nomination des administrateurs... C'est la plus grande erreur qui a été commise. C'est ma main droite décide de geler, ma main gauche ne prévoit pas de procédure pour permettre aux entreprises de se réoxygéner. Réoxygéner, c'est de permettre le fonctionnement. Et donc, il aurait fallu, dès le départ, concomitamment au gel des comptes d'entreprise, quand il a été jugé nécessaire de geler les comptes d'entreprise, de nommer un administrateur. Le problème, c'est que la désignation d'administrateur en Algérie n'est pas adaptée. Je m'explique. Administrateur judiciaire est un métier ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des individus dans le métier, toute l'année, c'est d'être administrateur judiciaire. Donc, quand la justice a besoin d'administrateurs, ils ont recours à ce métier. En Algérie, ce n'est pas un métier. Donc il faut aller le chercher dans une profession. En l'occurrence, cette fois-ci, ils ont été les chercher auprès des commissaires aux comptes et des experts comptables qui travaillent avec le milieu bancaire. Donc dès lors que vous êtes commissaire aux comptes d'un établissement bancaire algérien, vous rentrez dans la liste. C'est le premier critère. Ensuite, il y en a d'autres. Mais simplement, ce qu'on leur demande, ce n'est pas d'aller superviser l'activité d'une banque, mais ce sont des industriels, souvent même des groupes d'entreprises, aussi hétérogènes, puisqu'elles sont investies à la fois dans l'immobilier, dans la téléphonie, dans l'électroménager, dans le BTP, dans le bâtiment. Voilà. Et la vraie difficulté était celle-là. Et ensuite, donc, il faut... Alors, ces administrateurs sont arrivés pour apprendre leur métier. Ces administrateurs ont une phase d'apprentissage évidente, donc ils se rattachent à une seule chose, c'est qu'ils doivent devenir les uniques signataires des mouvements de compte bancaire. C'est ce que j'allais. Voilà par quoi ils commencent. Je veux juste ne pas oublier de revenir sur la confiance et donc la perte de confiance des entreprises. Il s'avère que maintenant, au moment où on se parle, on demande à certaines catégories d'entreprises que l'on a malmenées de redevenir attrayantes à l'égard de leurs fournisseurs, puisque dorénavant, elles devront convaincre leurs fournisseurs étrangers de leur accorder un délai de paiement de 9 mois minimum à 12 mois maximum. C'est quand même fort de... Ça, c'est une requête de la ministre actuelle de l'Industrie. Oui, mais c'est qui est déjà entré en vigueur. C'est-à-dire que si vous ne parvenez pas à obtenir des délais de paiement de vos fournisseurs, vous ne pouvez pas domicilier une importation. C'est quand même fort de demander aux mêmes entreprises que l'on a malmenées de redevenir être attrayantes auprès des fournisseurs et auprès des assureurs crédits qui maintenant se sont fait une opinion du risque Algérie. D'une part. D'autre part, la fixation de ces délais qui est minimum 9 mois. Or, si je prends l'exemple d'un téléphone, le délai nécessaire en crédit commercial pour importer des intrants, donc des pièces, des composants assemblés, et ensuite finir tout le processus donc d'assemblage, de mise en conformité, contrôle qualité, vente et encaissement du produit de la vente, c'est maximum 5 mois. C'est-à-dire que vous avez obtenu 9 mois de votre fournisseur pour un processus qui dure maximum 5 mois. Qu'est-ce qui se passe ? Ça voudrait dire qu'au moment où vous avez vendu, votre marge n'est pas définitive. On vient d'inventer la notion de la marge provisoire, puisque votre marge ne deviendra définitive qu'à partir du moment où vous avez payé. Mais vous paierez quelques mois après avoir fini. Donc vous avez eu 2 crédits en réalité. Le premier, c'est un crédit commercial qui était lié à votre activité. Et puis le restant à courir jusqu'à l'échéance, c'est un crédit financier. Comme il s'agit d'un crédit financier en devise, c'est pas vous qui allez en bénéficier. Il ne profite pas à l'entreprise, il profite à la Banque centrale. Dans le milieu financier, puisque tout ce qui se fait en Algérie est observé et décortiqué par les acteurs bancaires internationaux, quand une banque centrale se fait refinancer indirectement, de façon insidieuse,
par ces acteurs économiques, ça s'appelle de l'aide balance commerciale. Et ce n'est jamais un bon signe pour la cotation du risque pays. C'est qu'en faisant ça, on se déclare encore plus fragile qu'on l'est, et donc ça ne milite pas en faveur de la confiance du risque Algérie. Oui, on va réexpliquer ça. Peut-être un peu plus simplement, je ne suis pas sûr de le réussir, hein, mais la Banque d'Algérie, le gouvernement algérien oblige les importateurs, notamment les plus grands, ceux-là, ceux qui sont supposés avoir une relation de confiance avec leurs fournisseurs, d'obtenir de leurs fournisseurs un crédit qui justifie l'importation, qui permet de financer l'importation. Il se trouve que ce crédit, ce qui est exigé est plus grand que ce qui est nécessaire. Et la différence, en fait, c'est pour que la Banque d'Algérie en profite. Oui, puisqu'il s'agit d'un crédit financier en monnaie étrangère. Donc l'entreprise ne peut pas l'utiliser. Ne peut pas l'utiliser. Donc en réalité, c'est un crédit financier caché en faveur de la Banque centrale. Donc ce que vous avez appelé une aide balance cachée. Oui. Et puis pour l'entreprise, elle ne connaîtra le coût de revient final de son opération qu'au moment où elle aura payé. Or, il n'est pas nécessaire d'être devin. Le dinar ne fait que se déprécier. Et puis sans doute que le rythme de dépréciation l'année prochaine sera plus important que ce que nous avons vécu. En d'autres termes, il y a une perte latente prévisible, et cette perte latente, c'est l'entreprise qui la supportera. Il n'y a pas de mécanisme qui permette de la rembourser, puisque en fait, vous m'avez obligé à supporter une perte que je n'ai pas demandée. Et il n'y a pas non plus la possibilité que j'achète à l'avance des devises pour me couvrir du risque de change. Le texte existe, mais il n'y a pas d'opération qui se font dans ce sens. D'achat à terme. D'achat à terme. Oui. Le tableau que vous nous dressez, Farid Bournani, à la limite, si on devait se poser la question, est-ce qu'on est sur le chemin de l'issue fatale khalifatonique avec des administrateurs à la tête de ces groupes? On peut penser que c'est le cas. On peut penser que c'est le cas. Alors, je ne suis pas aussi pessimiste, même si l'environnement est difficile, mais il ne faut pas oublier que l'exercice des entreprises privées, c'est toujours fait dans l'adversité. Elles ont au moins une grosse capacité, c'est celle d'avoir un environnement mouvant. Elles se sont toujours adaptées. En réalité, la première qualité de nos industriels, ça a toujours été de s'adapter. Elles s'adaptent, elles ont des managers de qualité qui sont toujours là, mais qui sont plus relation quand il y a un administrateur, c'est plus les managers qui sont en commande. Sur la stratégie, donc tout dépend de la concertation et du fonctionnement en bonne intelligence. Ils reconnaissent que les décisions doivent être entérinées par l'administrateur, mais ils ont toute l'attitude pour essayer d'être offensifs commercialement, d'être innovants dans les produits. Bon, il faut simplement arriver à l'expliquer aux différents administrateurs. Et ce qui est certain, c'est que la personnalité des administrateurs compte beaucoup. On ne peut pas considérer qu'ils ont un mode de fonctionnement stéréotypé. D'ailleurs, j'oubliais, mais ils fonctionnent en binôme. L'administrateur ne fonctionne pas tout seul. Il en réfère à un juge qu'il a mandaté. Et donc, c'est aussi cette équipe juge-administrateur qui... Rassurez-nous, le juge ne doit pas arbitrer la signature d'une facture de 2 millions de dinars. Je ne connais pas dans le détail, mais a priori non, parce que de toute façon, il serait submergé. Et je répète que les groupes, c'est souvent plusieurs sociétés. Et comme il s'agit de grands établissements, de grandes entreprises, il y a d'innombrables flux qui mouvementent les comptes bancaires. Donc, il y a de la souplesse à trouver. Et puis, le mandat de l'administrateur n'est pas simplement de payer les salaires, puisqu'au départ, c'était la première crainte. Mais si vous n'avez pas de performance commerciale, vous n'avez pas de salaire à payer, vous n'en avez pas les moyens. Donc, ça oblige à s'intéresser à toutes les activités, à la fois au commercial, aux approvisionnements, aux usines, à la partie industrielle. Donc, ils apprennent le métier. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un horizon temporel à cet attelage? Un administrateur, ça ne reste pas éternellement à la tête de l'entreprise. Alors, l'autre avantage de l'administrateur, comme
tout l'environnement était en situation de défiance, la présence d'un administrateur permet au moins de rassurer en disant si l'administrateur qui a la mission, non seulement la survie, mais le développement de l'entreprise, puisqu'a priori c'est sa mission, ça permet aux établissements bancaires, cette fois-ci, d'avoir un signal fort et clair des pouvoirs publics. La présence de l'administrateur est là pour débloquer des situations. Il est un peu vu comme un croque-mort au-dessus d'un malade. Dans l'histoire industrielle du pays, c'est plutôt comme ça qu'il est perçu, l'administrateur. Oui, le passé, mais on est d'accord pour dire que c'est pas fatal. Le passé ne plaide pas, pour ce type d'issue. Mais les réalités des dossiers que j'ai eu à voir, c'est quand même ça. L'administrateur parvient à... c'est quand même très difficile pour un établissement public bancaire de maintenir en suspens des lignes dès lors que l'administrateur lui dit « je suis là pour représenter l'État ». L'État m'a donné comme mission de permettre à cette entreprise de vivre. Donc payer les salaires, c'est une chose, mais également permettre les approvisionnements, permettre des politiques marketing, de distribution. Enfin, donc c'est véritablement un signal fort. Et il aurait fallu le faire même plus tôt. Donc le message, on va dire, les administrateurs ne sont pas des liquidateurs, il faut bien faire la différence. Non, il ne s'agit pas de mission de liquidation. Absolument. Il ne s'agit pas du tout de mission de liquidation. Absolument. C'est très important de le rappeler. Et leur horizon, il y a sur le plan juridique un horizon, un délai sur lequel... je crois que personne ne le sait. L'entreprise ne le sait pas, l'administrateur ne le sait pas, et je ne sais pas si le juge qui a eu à décider... de déléguer un mandataire le sait. Or, les uns et les autres ont besoin, tout contrat doit avoir un horizon, quitte à le renouveler, mais il y a besoin d'horizon. Il y a besoin, alors dans les restructurations d'entreprises, il est certain toutes les entreprises doivent se restructurer dans une situation telle que nous l'avons aujourd'hui. En d'autres termes, c'est se recentrer sur des métiers rentables et mettre en stand-by les activités qui ne le sont pas. Mais pour ça, il faut faire de la comptabilité analytique. Mais c'est pas toujours évident. Quand on fait de l'assemblage automobile, on a un seul métier. Oui. Et si en plus on est frappé par la mesure des quotas, au mois de juin, on a fini de produire, Saline a fini de produire les voitures assemblées. On est en chômage technique le reste de l'année. Tout à fait. Voilà, on est contraint. Félix Bounani, pendant ce temps, alors pour rappeler un petit peu le contexte, l'administration est mise sous tutelle par l'État pendant que la justice enquête. Oui. Qu'est-ce qui est traqué par la justice ? Alors souvent c'est de la surfacturation ou alors du détournement d'utilisation des concours bancaires. Enfin, vous savez, quand vous regardez les chefs d'inculpation présumés, la liste est longue. D'ailleurs, c'est pour ça que cette situation provisoire, à un moment donné, il faut qu'elle cesse. C'est-à-dire qu'il faut que les présomptions en passent au procès. Ces procès donneront des verdicts et chacun aura ses arguments à charge et à décharge. Mais on ne peut pas se satisfaire d'une situation de stand-by. C'est pas bon pour les entreprises, c'est pas bon pour notre économie et c'est pas bon du tout pour l'Algérie. Encore une fois, au-delà des entreprises et des personnes physiques, le risque Algérie est totalement plombé, mais vraiment. Oui. Vous avez le sentiment que les instructions avancent à la bonne allure pour pouvoir arriver à des procès rechargés à décharge ? Non, pas du tout, parce que l'amalgame est total. Aujourd'hui, on mélange tantôt du politique, de l'industriel. Enfin, on en a fait un espèce de millefeuille où il y a tout le monde à toutes les couches. Donc, il serait bon de revenir à ce qui est un délit douanier doit être un délit douanier, un délit Banque d'Algérie, un délit Banque d'Algérie. D'ailleurs, je rappelle à ce titre que la majorité des délits, si notre législation d'échange avait été différente, en d'autres termes, si notre monnaie avait été convertible, il n'y aurait pas eu de surfacturation. Parce que qui dit monnaie convertible dit non-possibilité de surfacturation. Donc la majorité des actes dits répréhensibles n'auraient jamais eu lieu. Donc notre environnement est un environnement pousse au crime. Quand vous avez des écarts de taux entre un cours officiel et un cours parallèle ou un cours libre
qui frise les 50%, c'est un pouce au crime. Il est interdit pour nos gouvernants de laisser continuer une situation comme celle-là. La responsabilité est totale. Oui. Ça, c'est pour une partie des délits reprochés aux chefs d'entreprise incriminés. L'autre partie, c'est souvent des utilisations de concours bancaires, pas pour l'objectif indiqué. Ça aussi, en principe, devrait se régler entre la banque et l'entreprise. Oui, dès lors qu'il y a eu utilisation non réglementaire de l'objet du crédit, c'est un différend qui existe entre l'établissement bancaire et l'entreprise. C'est évident qu'il peut demander... Et tant qu'on n'est pas en défaut de paiement, de remboursement... L'entreprise n'est pas en défaut de paiement. Maintenant, sur l'issue, entre guillemets, l'issue marché du futur de chacune de ces entreprises, il faut aussi faire le tri entre les entreprises qui émargent uniquement sur la commande publique, qui se sont créées pour la commande publique, et malheureusement pour elles, l'État n'est plus en mesure de les soutenir compte tenu de nos déficits et notamment du déficit budgétaire où on a coupé, on n'entreprend pas les bonnes réformes, on commence par couper le moteur de l'économie, le budget d'investissement. Bon, c'est leur unique client qui les a abandonnés, mais il les a aidés à se créer. Et à grossir. Et puis ensuite, vous avez des entreprises dont le revenu est très diversifié. Une partie s'érode, mais ils ont toute l'attitude pour redevenir agressifs dès lors qu'on est en lien direct avec une clientèle atomisée, la téléphonie, l'électroménager, l'automobile. L'automobile, il y a bien une partie commande d'État, mais il y a surtout une commande des particuliers, d'individuels. Il n'y a pas de contagion entre cette catégorie de clientèle et les autres. Donc chaque entreprise est un cas. Alors, dans le cas des entreprises qui ne vivent pas directement de la commande publique, mais bon, j'ai bien envie de prendre l'exemple de Cevital et de Condor. Pourquoi dans un cas on a mis un administrateur et dans l'autre pas ? De ce que je sais, l'une utilise les concours bancaires de façon importante. Son activité le nécessite. Parce qu'il faut, dans ces activités-là, il faut porter beaucoup de stock dans le marché. Donc, en attendant de vendre, je parle là d'une activité, mais il y a la d'autres, principale. Il y a d'autres activités. Et on évite de parler des investissements, parce que les investissements, les uns et les autres, toutes les entreprises, les investissements, elles ne le font pas sur fonds propres. Majoritairement, c'est sur des crédits moyen terme. Et puis dans l'autre, son ancienneté et puis les cash flows générés par le groupe lui permet de travailler sans pratiquement aucune dette bancaire. Très bien. Il faut espérer donc que les choses bougent. Ce qu'on peut souhaiter le plus, c'est que la justice passe pour qu'on puisse clarifier la situation. C'est ça. La justice doit passer, et puis il ne faut pas oublier une réalité. Il n'y a pas de pays sans entreprise. Et il n'y a pas d'emploi sans entreprise. C'est aussi simple que ça. Quand on revient à ces fondamentaux, on finit par comprendre que l'entreprise est un patrimoine national, et si on fragilise les entreprises, c'est le pays qui s'appauvrit. Fares Bounani, merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.